Les podcasts du Figaro. Édouard Lebar, bonjour. Bonjour. Alors imaginez un déjeuner d'été en famille avec des amis, peu importe, en Normandie, pourquoi pas. Le ciel est bleu, le temps est doux, vous vous apprêtez à cuisiner un poisson. Lequel ? Alors ça laisse pas mal de choix. En Normandie, ce que j'irais faire, c'est que j'irais probablement sur un petit homard du Cotentin qui est certifié actuellement, et également avec un petit peu de buaux pour suivre, qui sont certifiés également pour leur pêche durable. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent aussi sur le vôtre, Édouard Lebar, donc fan de homard de Normandie et directeur Europe de MSC. MSC, c'est une ONG environnementale qui œuvre pour la préservation des océans, notamment en luttant contre la surpêche. On va en parler. Édouard Lebar, vous avez créé, vous, l'antenne française de cette ONG en 2009, je crois. Oui. Qu'est-ce qui vous a mis sur la route de MSC et qu'est-ce qui vous a mis sur la route de ces causes, quoi? Défendre ces causes, ça vient d'où? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes ingénieur, je crois, de formation. Tout à fait. Alors en fait, ce qui m'a mis sur cette route-là, c'est une passion de très longue date pour les océans, pour la mer et pour tout ce qui s'y rattache en fait. Et donc c'est pour ça que d'ailleurs j'ai choisi de faire mes études en tant qu'ingénieur agro spécialisé en halieutique, l'halieutique étant en gros tout ce qui se rapporte à la pêche. Et donc depuis, j'ai toujours travaillé dans ce secteur-là du poisson et de tout ce qui tourne autour. J'ai commencé par travailler dans la transformation, dans l'industrie du poisson en France, au Maroc, etc. Avant de travailler plutôt dans l'audit et le consulting, toujours sur ces mêmes questions de pêche et de plus en plus à cette époque-là sur la pêche durable. Vraiment beaucoup d'audits et de consulting sur des questions de pêche durable, ce qui me passionnait, et c'est là que j'ai commencé à connaître ce label MSC qui était assez jeune à l'époque, qui était naissant, je dirais. Et c'est vrai que le jour où du coup MSC a décidé d'ouvrir un bureau en France, je me suis lancé sur cette occasion et je le regrette toujours pas. La pêche durable, Édouard Lebar, durable, c'est un terme extrêmement à la mode qu'on utilise partout. La pêche durable, concrètement, c'est quoi? Vous parliez tout à l'heure, vous avez évoqué en préambule la certification. On va en reparler aussi, mais la pêche durable, selon vous, selon l'ONG que vous représentez, c'est quoi exactement? La pêche durable, en fait, c'est tout simplement, ça va paraître très évident ce que je vais dire, mais c'est vraiment la définition, c'est en fait de pouvoir pêcher de manière à laisser en mer assez de poissons pour, en gros, qu'ils se renouvellent régulièrement. Mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que pour pêcher durablement, il faut aussi faire attention de ne pas avoir un impact négatif également sur les autres espèces ou sur les habitats, ou en tout cas avoir un impact réversible, parce que c'est très difficile de pas avoir d'impact du tout. Et aussi également pêcher durablement, ça veut dire aussi respecter des règles et respecter également et des règles. Ça implique aussi une très bonne connaissance scientifique de la ressource et des impacts de la pêche. Donc ça, je dirais que c'est la base de la pêche durable. Et du coup, ça va avoir également un impact sur d'autres aspects que les aspects uniquement environnementaux, parce que la pêche aujourd'hui, c'est aussi une énorme activité économique pour la planète. C'est plus de 39 millions de personnes qui sont directement employées dans la pêche dans le monde. Et si on rajoute à ça toutes les activités de transformation qui en découlent, on est pas loin de 10% de la population active mondiale qui dépend de la pêche. Et c'est également des enjeux sociaux, je dirais, parce que la pêche, c'est aussi une source d'alimentation gigantesque pour la planète. On a quand même plus de 3 milliards de personnes aujourd'hui dans le monde qui dépendent du poisson pour se nourrir, en fait. Je reviens sur cette notion de régulation, parce que vous avez à la fois parlé de ce qui se passe au-dessus de l'eau, c'est-à-dire les pêcheurs, et ce qui se passe en dessous. Est-ce que la complexité de votre métier, c'est pas justement de réguler à la fois l'animal et l'être humain pour faire en sorte qu'il y ait une alchimie et que pour préserver les océans, c'est précisément la définition. Ça doit être extrêmement complexe de mesurer l'impact en dessous de l'eau et au-dessus. En effet, c'est très complexe. Alors nous, en tant
qu'ONG, on n'est pas des régulateurs, c'est-à-dire que c'est pas nous qui votons des lois sur la régulation de la pêche. Par contre, évidemment, du coup, on donne notre avis, notamment grâce à la certification sur son efficacité. Par contre, pour revenir sur votre question, c'est vrai qu'en fait, c'est très complexe parce qu'en fait, la pêche, c'est à cette échelle-là, quand même, une des dernières activités d'extraction de ressources sauvages dans l'alimentation. Et donc, en fait, la grande complexité, c'est de gérer cette ressource qui est sauvage et donc qui est par essence qui bouge, qui dépend énormément des conditions, alors des conditions climatiques, des conditions de nutrition qu'il y a dans l'eau, etc. Tout ça, ça varie, et donc du coup, ça demande énormément d'efforts en termes scientifiques pour suivre en fait l'évolution de ces stocks, et puis aussi, vous l'avez noté, au-dessus de l'eau, c'est-à-dire que derrière, il faut mettre en place des régulations. Alors ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être des quotas, ça peut être des fermetures de zones, ça peut être des fermetures temporaires de la pêche. Ou voilà, il y a énormément d'outils en fait à la disposition en fait justement des régulateurs. Et toute la science de la pêche durable, c'est justement de réussir à mettre les bons outils aux bons endroits et surtout qu'il y ait un respect en fait de ces régulations. Alors, on va reparler juste après, Édouard Lebard, de pêche et science, les relations entre les pêcheurs et les scientifiques et les ingénieurs. Mais avant ça, est-ce que par définition, l'océan, la mer, c'est pas un territoire tellement vaste qu'il échappe en fait? Vous avez évoqué la technologie pour mesurer, pour surveiller, pour réguler, etc. Mais l'océan, en fait, c'est une question de conscience beaucoup, parce qu'on peut y faire ce qu'on veut. En matière de surveillance, c'est assez, c'est pas une rue à Paris ou dans n'importe quelle grande ville française, quoi. Non, c'est sûr que c'est beaucoup plus complexe. Et alors après, les choses progressent sur la surveillance, notamment en fait. C'est vrai que plus on est près des côtes, plus c'est facile à surveiller, etc. Après, il y a une problématique de la haute mer qui est encore une autre, parce que là, on est vraiment sur des zones très difficiles à surveiller. Ça veut pas dire que c'est impossible, mais c'est plus difficile. Et en fait, les choses s'améliorent dans le sens où aussi on a la technologie qui s'améliore, donc on a aussi des outils aujourd'hui de suivi des navires et qui sont aussi disponibles. Donc en fait, tout ça, je pense, va dans le bon sens. Je pense qu'on a aujourd'hui les outils pour faire cette surveillance. Après, tout dépend également des moyens qui sont mis derrière et qui sont souvent élevés, hein, quand on veut faire un suivi de tous les stocks. Et c'est des moyens en termes de surveillance, mais également, encore une fois, je reviens là-dessus, en termes de science, parce que la science, ça coûte cher et il faut mettre les moyens derrière. Donc, il faut mettre les moyens. Et les relations entre pêcheurs et scientifiques, ça se passe comment? Les discussions, les relations que vous avez, qu'est-ce qu'il en découle le plus souvent? Qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce qu'on comprend moins? Comment se passent les coulisses? Alors, les relations entre les pêcheurs et les scientifiques, c'est intéressant de parler de ça, parce qu'on a récemment fait des rencontres, en fait, où on a mis un petit peu des gens de tout le secteur autour de table. On l'a fait à Fécamp, on l'a fait à Rennes, on l'a fait à Paris. Et autour de la table, on avait des représentants des pêcheurs, des représentants scientifiques, des représentants même du marché, des industriels des produits de la mer, des distributeurs qui vendent du poisson. Et donc, on a mis tous ces gens autour d'une table pour discuter de pêche durable et pour en fait échanger sur cette notion-là et voir comment mieux collaborer. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est de voir que la relation entre pêcheurs et scientifiques, je trouve, s'améliore. En fait, ça fait, je vous ai dit en fait depuis mes études que je travaille dans ce secteur-là, et c'est vrai que on voit vraiment une amélioration, et surtout on voit un intérêt. C'est-à-dire qu'on sent que les pêcheurs se rendent compte qu'en fait ils ont un intérêt à collaborer avec les scientifiques, parce que du coup c'est eux qui leur apportent la plupart des données en fait qu'ils utilisent pour évaluer les stocks, parce que les pêcheurs sont au plus proche de la ressource et donc sont les mieux placés pour pouvoir aider les scientifiques à récolter des données, je dirais. Et également, les scientifiques, comme je viens de vous l'expliquer, ont besoin des pêcheurs. Donc en fait, ils se rendent compte au fur et à mesure, et quand on les fait parler ensemble et quand on les met ensemble, ils se rendent compte qu'ils sont, que leurs métiers sont corrélés très fortement. Et il y a vraiment un grand intérêt. Donc là-dessus, je suis plutôt optimiste sur cette relation qui vraiment va vraiment dans le bon sens.
la culture de la pêche à la française et Édouard Lebar, qu'est-ce que vous avez à me raconter à ce sujet? Parce que la géopolitique, on l'a vu avec le Brexit et avec il y a des tas d'exemples, mais la géopolitique, la diplomatie, les normes d'un pays et d'un autre, ça complexifie encore davantage le problème. Tout à fait. Et là, vous touchez à un point qui est très très important et très très d'actualité. C'est en fait la collaboration entre les pays, parce que on l'a dit tout à l'heure, un poisson ça bouge, c'est-à-dire qu'un poisson va pas se dire ah là je suis dans les eaux britanniques, je m'arrête. Donc en fait il faut réussir à s'accorder entre pays pour pêcher durablement. C'est un poisson n'a pas de passeport. Hein. Non, il a pas de passeport, et puis surtout les frontières ça lui parle pas beaucoup. Ah oui. Et du coup les pays sont obligés de s'adapter à ça. Et en fait on voit en Europe, par exemple, il y a une politique commune des pêches, c'est-à-dire que la politique de la pêche en Europe, c'est une politique qui est commune, et donc c'est la politique dont vous avez probablement entendu parler, des quotas, etc. Ouais. Et qui a fait ses preuves, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les eaux européennes, on est plutôt dans une situation qui s'améliore, c'est-à-dire que entre 2003 et 2020, l'abondance moyenne des stocks, c'est plus 33%. Donc, on voit quand même que les choses vont plutôt dans le bon sens. Pourquoi? Parce que les pays collaborent et parce que il y a une discussion, il y a des accords entre ces pays. Là où ça devient compliqué, c'est en effet quand les pays n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et là, on est dans cette situation-là. Par exemple, si vous prenez un stock comme enfin, on va parler de population, pardon. Stock, c'est un peu scientifique. Population, par exemple, de maquereaux en Atlantique Nord-Est, donc vraiment tout le nord de l'Europe. Là, il faut se mettre d'accord entre l'Union européenne, la Norvège, les Féroé, la Russie, l'Islande, qui exploitent tous ce stock-là. Et en fait, c'est là où on a un problème. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que cette pêcherie aujourd'hui est suspendue, parce qu'ils n'arrivent plus à se mettre d'accord. Et en fait, ils pêchent plus que les recommandations parce qu'ils n'arrivent pas à partager le gâteau. Donc, on arrive dans des considérations, comme vous le disiez, très géopolitiques, qui rendent la chose très compliquée. Vous rajoutez là-dessus le Brexit, avec les Anglais qui ont décidé de sortir de l'Union européenne, qui nous aident pas non plus sur cette gestion. Et en fait, la culture de la pêche à la française, après, les spécificités de la pêche française, c'est que c'est très, la pêche française est très multiple en fait, c'est-à-dire qu'on a énormément de différents engins de pêche, différentes espèces pêchées, et énormément aussi de diversité sur la taille des bateaux. On a aussi bien des tout petits bateaux que des bateaux plutôt hauturiers qui vont pêcher en haute mer. Et donc c'est un peu assez spécifique de la pêcherie, de la pêche en France, mais je dirais aussi sud-européenne, puisqu'on a à peu près les mêmes caractéristiques en Espagne ou même en Italie. Voilà. Pêcherie en haute mer et en rivière, en eau douce, et Édouard Lebar, les certifications, les régulations sont les mêmes. Qu'est-ce qui change entre ces deux types de, parce que effectivement des types de pêche, il y en a plein. Non, alors là on n'est pas sur les mêmes régulations. Là, c'est vraiment une régulation qui est très différente. Et pour aller dans le détail, en tant que pêcherie certifiée MSC, on en a très peu qui sont en eau douce. En tout cas, pas en France. On en a quelques-unes dans des lacs. Oui, après, le principe est le même, hein. C'est toujours une ressource sauvage. C'est toujours une ressource qu'il faut gérer en fonction de la biomasse, enfin, de la ressource, etc. Mais, c'est vrai que c'est pas les mêmes instances de régulation, je dirais. Mais l'objectif est toujours le même, de préserver les océans et de pêcher dans des conditions les plus respectables et les plus louables qui soient, que ce soit pour le pêcheur ou pour le poisson. Passionnant, tout ça. Merci infiniment, Édouard Lebar, d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Vous êtes directeur Europe donc de MSC. Merci infiniment et donc à bientôt en haute mer. Alors pas en rivière, pas en eau douce. Très bien, en haute mer. Merci beaucoup, Quentin.